Bonsoir et bienvenue dans le Club du Dimanche. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir à vous. Jean-Paul Fournier, merci beaucoup d'être avec nous ce dimanche dans cette toute nouvelle émission, le Club du Dimanche. Avec plaisir. Comment vous le trouvez ce plateau? Eh bien, tout est en se sent chez soi. C'est vrai que c'est un cadre assez sympathique qu'on découvre et franchement, c'est réussi. Eh bien, écoutez, c'est très gentil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de passer quelques instants avec moi ce dimanche pour vous raconter un peu. On va essayer d'obtenir des petites choses sur votre vie personnelle. On va essayer aussi de tirer le fil de votre vie politique et de vos habitudes du dimanche. C'est le principe de cette émission. Alors avec nous ce dimanche, Corentin Corgé, notre journaliste. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur le maire. Corentin, ravi de vous retrouver très heureux, ça dans fait du cette bien. émission. On est très heureux effectivement. Ça manquait. Exactement. Bon, on vous a vu vendredi dans le plateau sport. Une très très belle émission. Alors c'est vous qui ouvrez cette émission ce dimanche, Corentin, avec le portrait en quelques dates du maire de Nîmes. Vous avez la parole. Alors c'est parti, on va reprendre à travers, comme l'a dit Abdel, quelques dates marquantes de vos différents mandats en tant que maire de Nîmes. D'abord, si je vous dis le 4 mai 2018, est-ce que vous vous rappelez de quoi s'agit-il, monsieur le maire? 4 mai 2018. Du côté du stade des Costières. Ah oui, d'accord. La montée de Nîmes Olympique. Voilà, le retour des Crocos 25 ans après. En première division. Exactement. Les gladiateurs et Rania Saf presque s'embrassaient ce soir-là pour ce retour. On fêtait nos héros, Briançon, Ripard ou encore Savanier. Quel souvenir vous gardez de cette soirée assez particulière? Ben écoutez, un grand moment d'émotion puisqu'on avait monté une estrade devant les arènes, vous en souvenez. Donc beaucoup de monde. Et vraiment c'était émotionnel puisqu'effectivement j'ai fait monter tous les joueurs sur l'estrade, ainsi que Rania Saf d'ailleurs. Et je pense qu'ils étaient très heureux. Et moi j'étais très heureux de me retrouver là puisque effectivement on a attendu 25 ans avant qu'ils y reviennent. Quand on voit qu'aujourd'hui le Nîmes Olympique est plutôt dans le bas du classement de Ligue 2, ces moments-là, ça vous rend un petit peu nostalgique? Un peu, oui, parce qu'il faudrait qu'effectivement ils ne sont pas payés en retour. Je crois qu'il faut qu'ils réagissent maintenant parce qu'il faut vraiment qu'ils reprennent un petit peu position dans le tableau, dans le milieu du tableau. Quand on voit les supporters, ça va un petit peu mieux dans le conflit. Ils étaient hier au stade. Il semblerait que ça s'améliore. Effectivement, je crois que M. Assaf a compris qu'il fallait qu'il mette un petit peu d'eau dans son bain. Il a compris, je crois qu'il a fait des efforts. Les gladiateurs également. Donc il faut que chacun, d'un côté et l'autre, fasse un petit peu quelques efforts pour pouvoir arriver à une solution qui me paraît raisonnable. Une deuxième date, Corentin? 2 juin 2018. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur le maire? En ce début de l'été, beaucoup de monde, le musée de la Romanité, l'inauguration du musée, 6 ans après le vote en conseil municipal, un projet à 60 millions d'euros, plus de 5000 œuvres antiques exposées dans ce musée. On se rappelle cette façade qui avait divisé à l'époque les Nîmois et encore certains aujourd'hui. Si vous deviez en retenir qu'une, pour vous, c'est la plus belle réalisation sur tous vos mandats? C'est sûrement une des plus belles, oui, effectivement, c'est une réalisation auquel je tenais, puisqu'effectivement, on a réussi à l'emplacement qu'on voulait à faire ce musée. Ça n'a pas été sans mal, puisqu'effectivement, on a eu des recours. Vous savez que ça a été un peu long. Et on a enfin inauguré cet espace assez extraordinaire, puisque je rappelle qu'il y a plus de 600 000 visiteurs qui ont visité ce musée à aujourd'hui. C'est une de vos plus grandes fiertés, monsieur le maire? Ben oui, c'est une fierté. Oui, il y en a d'autres, mais ça, c'est une grande fierté d'avoir posé ce musée à cet endroit face aux arènes, puisque c'était assez exceptionnel. Vous l'avez dit, un nombre incalculable d'œuvres, une ministre qui est venue inaugurer ce musée. La ministre de la Culture, effectivement, il y avait Carole Delga qui était là également lors de l'inauguration. Oui. Et puis, c'est une fierté aussi parce que depuis 2018, continue à avoir énormément de monde au sein du musée. On a été agréablement surpris, puisqu'effectivement, je vous disais, 600 000 personnes sont venues fouler l'entrée de ce musée, ce qui prouve qu'il fallait le faire, puisqu'effectivement on avait un gros stock de qualité dans les musées qui était un petit peu dispersé un peu partout. On a tout regroupé sur le même musée, donc c'est vraiment... Puis les gens qui viennent me disent toujours, on est estomaqué de voir la qualité qu'il y a eu.
Troisième date, Corentin, Oui. on reste en 2018. Décidément, Oui. il s'en est passé des choses en 2018. L'été était assez animé. Le 30 juin 2018, monsieur le maire, au Bahreïn, la candidature de Nîmes recalée pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors en 2023, ce sera la Maison Carrée, en juillet, qui sera présentée pour la 46e session de ce comité du patrimoine mondial. Cet échec à l'UNESCO, en quoi ça a été difficile à digérer pour vous? Une grande déception, parce qu'on avait mis beaucoup d'atouts dans notre démarche. Effectivement, une grosse déception de voir qu'à une voix, on a loupé cette entrée à l'UNESCO. Donc la voix du Brésil nous a manqué. Donc c'est vrai que j'étais très déçu. Parce que c'est quelque chose que vous prépariez quasiment depuis le début de votre mandat. C'est vraiment de votre premier mandat en 2001. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Et comme on s'est investi pour la Maison Carrée, j'espère que cette fois-ci, on aura le droit à ce label UNESCO. C'est important, pourquoi ce label UNESCO? Parce que vous êtes avant tout Nîmois, parce que cette ville, vous en transpirez au quotidien, et que pour vous c'est important, avant de quitter peut-être votre fauteuil de maire dans quelques années, d'avoir réussi à faire distinguer la ville de Nîmes dans le monde. Écoutez, c'est une reconnaissance mondiale. Alors je crois qu'effectivement, quand on est inscrit à l'UNESCO, c'est une image forte dans le monde entier qu'on a. Et je pense que la Maison Carrée le mérite, puisque c'est un des plus beaux temples les mieux conservés au monde. C'est vrai. Donc je pense qu'en principe, je pense qu'on aura l'UNESCO. On l'espère. Dernière date, Corentin. Oui, plus récemment, 28 juin 2020. Celle-là, vous vous en souvenez? Fin juin 2020. Il n'y a pas longtemps. Le 28 juin 2020. Il y a 2 ans. C'est mon élection en 4e mandat. Exactement. En tant que maire de Nîmes, cette fois en plus vous gagnez seul, sans l'aide du centre. L'année d'après, vous avez fêté vos 20 ans de règne, une longévité unique dans l'histoire de Nîmes. Aucun maire n'a duré autant que vous. C'est quoi votre secret, monsieur le maire? Eh bien, écoutez, je crois que c'est le sérieux, c'est l'amour de la ville et puis l'amour de ce qu'on fait, puisqu'effectivement, tous les jours, il se passe quelque chose à Nîmes que j'ai fait ou que j'ai impulsé. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment une réussite que d'avoir des gens qui viennent me voir et me dire « Nîmes est belle, on est à Nîmes, on se régale, on a vu une ville transformée ». Et je pense que c'est ça mon atout. Il reste encore, on va dire, à peu près un peu moins de 4 ans sur ce mandat. Vous avez la force pour aller jusqu'au bout? 4 ans, oui, c'est vrai, effectivement, 4 ans. Bon, ça passe vite, vous savez, ça va arriver vite. 4 ans, c'est demain. Donc je pense qu'on pourra tout faire, oui. Qu'est-ce qui vous fait tenir encore? C'est de se dire, je vais inaugurer le Palais des Congrès? Qu'est-ce qui vous... Eh bien, écoutez, c'est le Palais des Congrès, d'abord, effectivement, qui va démarrer l'an prochain au printemps. C'est le parc Jacques Chirac aussi, qui va démarrer sur 14 hectares en centre-ville. Et c'est au moins les 2 projets que je porte avec beaucoup de passion. Merci, Corentin, d'avoir dressé le portrait en quelques dates du maire de Nîmes. On va vous libérer dans quelques instants. C'est Coralie Mollaret qui va prendre votre place. Elle a des choses à vous dire, monsieur le maire, notre journaliste politique qui traite cette actualité politique nîmoise depuis maintenant une décennie, pense bien vous connaître. On va le découvrir dans quelques instants. Mais en attendant, je vous propose de découvrir le journal de la semaine, le JDS, présenté par Sacha Virga. Nîmes retrouve ses standards de fréquentation d'avant Covid. Selon les chiffres du bilan estival fourni par Jean-Paul Fournier et plusieurs de ses adjoints, le million de visiteurs a été franchi pour la feria de Pentecôte. Le festival de Nîmes a accueilli 160 000 spectateurs, un des plus hauts taux en Europe. Enfin, augmentation d'1,5% des visites pour les monuments et musées par rapport à 2019. La 10e semaine Cévenol s'achève ce soir à Alès, sur le thème Alès au carrefour des routes commerciales. Un moment de fête, de partage et de retrouvailles où la capitale des Cévennes retourne à l'époque du Moyen-Âge, le temps de quelques jours. Vendredi soir, les convives ont pu s'attabler en partageant un gros bœuf à la broche. Le centre de protection infantile de Montory fête ses 100 ans. Destiné à la base pour les enfants atteints de tuberculose, il est aussi aujourd'hui un lieu d'accueil d'environ 5000 m² pour les enfants en situation de handicap ou nécessitant des soins psychiatriques. Plus de 400 enfants du Gard et des villes limitrophes sont accueillis chaque année.
Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel. Coralie, merci d'être avec nous, y compris le dimanche. Désormais, on ne s'arrête plus. Hein. On ne s'arrête plus. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai mis ma veste. Eh bien, vous l'avez vu. Vous avez une très très belle veste Coralie. Alors Coralie, vous êtes avec nous parce que vous pensez bien connaître le maire de Nîmes. Donc je vous donne tout de suite la parole. Alors je voulais commencer en vous souhaitant un très bon anniversaire, Monsieur Fournier. C'est dans quelques jours, merci. Alors, je suis sensible. Je ne parle pas de l'anniversaire de votre naissance qui est donc le 16 octobre, parce que vous êtes Balance. Je parle de l'anniversaire de votre élection au conseil départemental, conseil général à l'époque. Vous aviez battu le père de Sylvette Fayet, vous vous souvenez? Je m'en souviens très bien, effectivement. Ça a été un grand moment aussi d'émotion, puisque à 300 mois près, je gagnais cette élection. Effectivement, bon, c'était quelque chose d'important pour moi et pour ma suite politique. Mais il y a surtout un effet, on peut dire, qui se coule, c'est que vous avez été grisé par votre victoire, mais le lendemain, dans la nuit, il y a eu les terribles inondations, et ça a marqué votre parcours politique. Tout à fait, effectivement. Dès le lendemain, le soir même, il y a eu une inondation à Nîmes, et j'ai été surpris le matin de voir les rues pleines d'eau. J'habitais à l'époque au quai de la Fontaine. J'ai vu ma voiture défiler dans le flot des eaux et d'aller aboutir dans la rue nationale. Effectivement, ça m'avait surpris. Et puis il a fallu que je descende après en mairie. Ouais. Je suis donc descendu avec carrément de l'eau jusqu'à mi-jambe. Et franchement, j'ai été surpris de voir en arrivant devant la maison carrée ces flots d'eau qui étaient dispensés. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Parce que vous avez plein d'émotions, vous venez de gagner, votre parcours politique commence. Et en même temps, il y a cette catastrophe. Qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, j'ai ressenti un moment de doute, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisqu'on ne savait pas combien il y avait de gens qui avaient péri dans cette inondation. Effectivement, ils se disaient n'importe quoi. On me disait le parking a été saturé par des personnes qui sont coincées sous les eaux. Alors finalement, il y a eu déjà 9 morts, c'est pas mal. Mais enfin, franchement, on était un petit peu surpris par cette catastrophe qui était quand même unique dans Nîmes. Et cet anniversaire, avec Abdel, forcément, il nous pousse à vous interroger sur votre entrée en politique. Votre papa était gendarme, il était gaulliste, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est lui qui vous a amené sur l'esplanade pour voir le général de Gaulle quand il était de passage à Nîmes. À l'époque, alors, vous avez grandi, vous êtes devenu artisan, peintre en lettres, c'est bien ça? Tout à fait. Vous avez même refait la façade à l'époque du commerce de Richard Tiberino, qui était photographe à la rue Wagner. Exactement. Vous vous souvenez? Elle me connaît bien, hein? Oui. Et puis, en 1976, vous prenez votre première carte au RPR. C'était plus un engagement civique, c'est ça, qu'une vraie adhésion pour après devenir maire de Nîmes. À l'époque, vous n'y pensiez pas du tout? À l'époque, je ne pensais pas du tout, en 1976, devenir maire de Nîmes. Alors, c'est vrai que bon, ça a été une démarche personnelle, parce que Jacques Chirac avait adhéré déjà à ce mouvement. Donc, j'avais beaucoup d'admiration pour Jacques Chirac, et j'ai suivi sa démarche. Donc j'ai pris cette carte, mais sans attendre d'être responsable du RPR à l'époque. Oui, parce que vous bossiez, mais vous aviez quand même aussi cette volonté de prendre des responsabilités, puisque vous avez été président de votre syndicat. Effectivement, j'étais président national de mon syndicat. Effectivement, j'avais peu de temps à m'occuper de politique, mais néanmoins, quand on m'a demandé d'adhérer, j'ai adhéré, et quand on m'a demandé d'être candidat au secrétariat de circonscription. Exactement. Et vous avez été élu avec le meilleur score. J'ai été élu avec le meilleur score. Alors, c'est vrai que les gens qui votaient ne me connaissaient pas spécialement. Donc ils ont voté pour moi, mais enfin, sans me connaître. Mais là, ça vous donne envie. Quand on est élu avec un tel score, le meilleur score, alors que justement, on n'est pas forcément impliqué dans la vie de son parti. Alors j'étais quand même très heureux de cette démarche, parce qu'effectivement, c'était enthousiasmant pour moi de voir que j'étais élu avec toutes ces voix à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc j'étais très heureux, puis j'ai continué un petit peu mon ascension au sein du RPR. Oui, et puis vous avez continué à travailler pour le parti. Vous avez même dessiné l'affiche de campagne de Pierre Andrieux, secrétaire du RPR à l'époque. Quand il a été candidat dans le premier canton, effectivement, c'est moi qui ai dessiné son affiche. Vous avez une bonne mémoire, hein? Oui, vous vous souvenez effectivement de tous ces souvenirs qui remontent maintenant, hein, à de nombreuses années. Hein. C'est loin. Mais pour autant, ça ne l'a pas porté chance, parce qu'il a perdu. Il n'a pas gagné. Mais après, c'est peut-être pas de votre faute. Allez. On parle de l'ascension à la mairie? Oui, il y a eu la défaite de la droite en 1995, ça a été un choc. Et vous, dès le lendemain, vous dites « je veux être maire de Nîmes ». En 1995, oui, c'est vrai que j'ai dit la prochaine fois, je serai maire de Nîmes. Je me présenterai aux élections
et je serai maire de Nîmes. Parce que c'était une grosse déception en 1995. Hein. Et oui, on vous a craché dessus. C'est ce que vous avez raconté à plusieurs reprises. Quand vous êtes sorti de la mairie, comme il y avait eu ces divisions de la droite. Sous les crachats et sous les huées du public. Alors, c'était quand même une surprise générale. Personne croyait à l'époque en Jean-Paul Fournier. Pour autant, vous l'aviez déjà dans la tête, puisque petit à petit, vous avez posé chaque pierre. Vous avez déjà été secrétaire départemental du RPR. Alors au départ, c'était Alain Juppé qui vous a nommé. Oui, c'est vrai, ça. Alain Juppé. Et quelques années plus tard, il y avait quand même des élections. Et là, certains de vos camarades, comme Michel Bazin ou Alain Boulle, voulaient faire un push et vous enlever ce secrétariat départemental. C'était un poupouch. Un push. Effectivement, bon, ça n'a pas marché. Un push, ça n'a pas marché. Non. Je crois qu'ils ont eu tort de se mettre dans cette démarche. Et qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Ben, j'étais d'abord déçu, et puis j'étais un petit peu revanchard aussi. J'ai voulu leur prouver que j'étais encore là et qu'il fallait compter sur moi. Qu'est-ce que ça vous a appris de la vie politique? La résistance et la pugnacité surtout. Et Jean Bousquet aussi vous a appris la résistance et la pugnacité parce qu'on sait qu'il vous a retiré vos délégations 2 fois. Ça a été compliqué? Ben ça a été un petit peu très décevant. Puis j'ai été meurtri par cette démarche, effectivement. À part 2 fois, il m'a retiré mes délégations. Mais ça vous a forgé. Pardon? Ça vous a forgé. Ça m'a forgé, un petit peu. Parce que souvenez-vous, Abdel, dans une interview, il avait dit que la vie politique était cruelle et que ce n'était pas un jeu d'enfant. Oui. Oui. Transition toute faite, d'ailleurs. Exactement, avec la 4e partie qui est Jean-Paul Fournier, le coupeur de tête. Et oui, parce que vous aussi, vous avez démis certains adjoints de ces fonctions. On peut citer M. Vandeville. Ah oui, ça c'est vieux. Vous vous souvenez? Oui, mais quand même. On retrace le fil de votre vie. Hein. Philippe Hugues. Je vais pas retirer ses Et comment il va? Ah si, vous avez retiré cette délégation. Vous vous souvenez plus? Bon, alors, mes sources, c'est Richard Flandin qui vous connaît bien et qui m'a dit qu'avec Philippe Hugues, c'était compliqué. On a eu quelques petits problèmes, mais enfin, je ne me souviens pas de lui avoir retiré ses délégations. Alors plus récemment, la plus grosse tête coupée, c'est Yvan Lachaud. Yvan Lachaud. Mais ça a été plus compliqué. Ça a été un peu plus long. Ouais. Vous vous souvenez en 2014, cette conférence de presse qui est quand même assez inédite. Vous êtes chez vous, dans votre jardin, vous êtes devant un olivier, et là vous dites à Yvan Lachaud, vous vous souvenez de ce que vous lui dites? Rejoins-moi en échange de l'agglomération de la présidence. Oui. Vous aviez peur à l'époque de perdre la mairie pour en arriver à là? C'est vrai qu'effectivement, c'était un jugement un petit peu hâtif, et j'aurais jamais dû accepter ça, puisqu'effectivement, je n'avais pas besoin de lui pour gagner. Vous étiez mal conseillé? Ben, quand vous voyez des gens, tu fais attention quand même. Tu sais, il peut te gêner, il peut t'apporter beaucoup de contrariétés. Et puis, effectivement, j'ai eu tort. Et en 2017, après, vous avez démis ces fonctions. Juste une... Un tout dernier mot, oui, Coralie, rapidement, pour terminer. Oui, juste... Vous vouliez rajouter quelque chose? Allez-y, je vous en prie. Vous avez quand même toujours un peu divisé pour mieux régner. On se rappelle de ce repas quand même, avant que vous quittiez le secrétariat départemental de l'UMP des Républicains. Vous aviez réuni Franck Proust, Julien Plantier, Richard Flandin, même Richard Tiberino. Et vous lui avez dit, bon ben voilà, qui veut le secrétariat départemental des Républicains? Est-ce que vous vous souvenez de ce repas? Ben, un petit peu, oui, parce que c'est vrai que c'était un moment important aussi pour moi de quitter le secrétariat départemental et que je ne savais pas qui mettre. Donc je voulais voir qui en avait le plus envie. Et finalement, c'était Franck Proust? Oui, c'était Franck Proust. D'accord. Et un tout dernier mot, parce que derrière chaque grand homme, oui, il y a aussi une femme, oui, et vous vouliez quand même dire un mot là-dessus. C'est quelqu'un qui vous a toujours soutenu. Vous imaginez de qui je veux parler? Eh oui, c'est vrai. Ne vous trompez pas, parce qu'elle vous regarde peut-être. Il y a 54 ans que je suis marié, et il y a 54 ans que ma femme me soutient. Donc c'est Liliane Fournier, c'est elle qui relançait les factures apparemment de Publideco. Ah ben oui, elle s'occupait un petit peu du secrétariat, et c'est elle qui faisait effectivement les factures. Elle ne faisait pas que ça, puisqu'elle faisait aussi des panneaux. C'est elle qui composait les panneaux publicitaires que je n'avais plus le temps de m'occuper. Et elle était très tenace, selon Richard Tiberino, qui se faisait relancer plusieurs fois. Et quand il téléphonait, on tombait toujours sur Liliane Fournier. Il y a un moment, forcément, qui est important et qui est empli d'émotion, parce qu'on le rappelle, vous êtes protestant. Oui. Liliane est catholique. Catholique, oui. Et vous vous êtes marié au temple. Au temple. Donc elle acceptait quand même, par amour, de se marier au temple. Il y a un moment, alors malheureusement, on n'a pas la photo. C'était en 2008. Vous l'avez prise dans les bras quand vous avez été élu sénateur. Est-ce que vous vous souvenez? Eh oui, c'est vrai. C'est rare, hein, parce que c'est vrai que vous êtes
timide, certains disent timide, réservé. Vous ne montrez pas beaucoup vos émotions. Et puis, on a une petite anecdote qui est plus rigolote. Forcément, quand on a un responsable politique, il y a beaucoup de femmes autour de nous. Et quand il y a des militantes qui vous font un peu du gringue, Liliane n'est jamais bien loin. C'est vrai qu'elle est un peu jalouse. Vous aussi, vous l'êtes? Moi aussi, ouais, je suis jaloux. Mais elle aussi est jalouse. En tout cas, on voulait merci beaucoup, Coralie, et on voulait terminer effectivement sur cette note et évoquer effectivement votre épouse qui a toujours été à vos côtés pendant toute votre carrière politique et qui l'est bien évidemment encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Coralie. Dans quelques instants, Monsieur Fournier, on va faire cette interview comme un dimanche. Je vais vous poser quelques questions sur vos habitudes du dimanche, mais pour l'instant, vous avez inauguré il y a quelques jours la vidéo-verbalisation dans certaines artères de la ville de Nîmes. Comment tout cela fonctionne? Quels sont les objectifs de ce nouveau dispositif? C'est l'enquête de la semaine du Club du Dimanche. On est au centre de commandement de la police municipale pour l'enquête de la semaine et on est avec Monsieur Turel qui est le patron de la police municipale de Nîmes, on peut dire ça, le directeur de la police municipale. Merci de nous accueillir ici à ce centre de commandement. Alors on se voit aujourd'hui parce que nous on avait besoin de comprendre la vidéo verbalisation. Donc elle a été inaugurée je crois le 21 septembre par la ville de Nîmes et donc elle est opérationnelle à présent. Alors on a plein de questions à vous poser, on va commencer par la première, c'est déjà pourquoi avoir mis en place la verbalisation, la vidéo-verbalisation à Nîmes. Bon. En fait, c'est la vidéo-verbalisation, il faut démystifier un peu cet aspect technique. Il s'agit de faire de la verbalisation comme on pourrait la faire sur le terrain, mais par le truchement d'une caméra. D'accord. Et ça nous permet effectivement de nous déporter et d'avoir un agent PM qui est assermenté, qui est agréé, qui a toutes les habilitations et qui est formé spécialement pour ça, qui peut du coup surveiller plusieurs points de vue sur des sites de la ville qu'on a déterminés et qui ont des problématiques vraiment très particulières. Cet outil-là, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il est complémentaire de l'action du terrain. Parce que les caméras, à l'origine, déjà, elles ont été posées pour de la vidéoprotection, donc c'était pas le but premier. Bien sûr, c'est un effet bénéfique qu'on va tirer de ça. Mais aussi derrière, on a toujours l'action des équipes de terrain, donc qui seront. Il y a de l'humain derrière. C'est pas que du Big Brother. Il n'y a pas de Big Brother. Quand les contrevenants, effectivement, auront leur avis de contravention, à ce moment-là, on verra une modification des comportements. De toute façon, ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'il y a eu de la communication au niveau de la ville par rapport à la mise en place de ce nouveau mode. Et on a constaté que dans des zones où avant, il y avait beaucoup de problématiques de stationnement, on a pu voir qu'il y avait beaucoup moins de stationnement. Après, ça à suivre aussi, parce que dans la journée, il y a différentes phases. Nous, on est sur différentes zones. Il y a des moments où on a une attention particulière sur les livraisons, parce qu'il faut aider à la rotation, parce que le cœur de ville vit de ça aussi. Il faut pouvoir mettre les livraisons. Et puis il y a des moments donnés où on va plus s'occuper des zones où on a des établissements, des ERP qui génèrent un trafic du public. Et à ce moment-là, on s'adapte aussi à ce moment-là. Le maire, comme moi, on reçoit énormément de doléances, beaucoup de courriers, des emails, des coups de téléphone d'administrés nîmois qui en ont vraiment assez de ne pas trouver de place. Une personne avec une poussette qui ne peut pas accéder sur un passage protégé. Donc il était question aussi de trouver une solution. Je pense que grâce aux médias, grâce à vous, effectivement, les gens ont pris conscience que la vidéoverbalisation permettait effectivement d'avoir une possibilité d'être verbalisé. Et ça, je pense que c'est important parce qu'en général, les contraventions au stationnement et stationnement gênant ou très gênant, c'est 135 €. Donc je pense c'est dissuasif. C'est dissuasif. Alors, monsieur le maire, cette vidéo-verbalisation, pourquoi vous avez fait ce choix-là? Écoutez, j'ai fait ce choix-là parce que d'autres villes l'avaient fait avec moi. D'accord. Et que finalement, je me suis rendu compte, quand j'ai présenté ça au conseil municipal, ça a été voté à l'unanimité de tous les groupes politiques. Donc je crois qu'il y avait un besoin, parce que les gens ont un petit peu marre de voir des stationnements un petit peu illicites, de voir des gens qui stationnent sur les trottoirs, de voir des gens qui stationnent sur les passages cloutés. Donc effectivement, il y a ce problème, puis il y avait le problème aussi de ces runnings. Eh oui, les runnings la nuit. Est-ce qu'on a déjà des premiers chiffres, des choses qui montrent que vous avez fait le bon choix d'installer ce nouveau dispositif? Alors, c'est peut-être encore un peu tôt, parce que ça fait que quelques jours. Oui, ça fait que 4 ou 5 jours. Donc, depuis, on a à peu près relevé une 50aine d'infractions. D'accord. Sur les stationnements gênants? Oui, les gens vont recevoir leur PV chez eux. D'accord. Donc, ils recevront ça, ils ne s'y attendent pas. Et c'est vrai que, bon, j'en avais assez de voir des gens qui étaient en double fil. C'est un peu une spécialité nîmoise, ça. Sur Gambetta, oui. C'est quand même une spécialité. Ah oui, sur Gambetta, je vous le confirme, effectivement. Allez, on est dans la dernière séquence de cette émission, monsieur le maire. Pour l'instant, c'est l'heure de l'interview comme un dimanche.
Alors, monsieur le maire, je vais à présent vous poser quelques questions sur vos habitudes du dimanche, peut-être pour que nos téléspectateurs vous connaissent un petit peu mieux. La première question, elle est assez simple. Vous faites quoi le dimanche, monsieur le maire? Alors, le dimanche, je me lève un peu plus tard que d'habitude. D'accord, très bien. Tous les jours, je me lève à 7h. Le dimanche, je me lève à 8h, 8h30. D'accord. Donc, je lis la presse. Et puis, de temps en temps, je vais prendre un apéro avec des copains. Ah, bien. Vous allez où? Dans un bar de la ville ou vous allez Oui, au domicile de vos amis? Non, dans un bar de la ville. Donc, je m'habitue à aller soit au Napoléon, soit au Gambrinus, soit à l'Imperator. Puis, on se retrouve à plusieurs et on boit l'apéro. Et puis le dimanche soir, vous avez une habitude, c'est le repas de famille, voilà, avec vos filles, votre épouse? Tous les dimanches soirs, donc moi je suis une de mes filles avec mes petites filles. Donc c'est vrai que c'est une habitude maintenant bien ancrée à la maison et puis effectivement on apprécie beaucoup ce moment de convivialité. Qu'est-ce que vous préférez manger? Vous êtes plutôt poisson, plutôt viande? C'est quoi qui vous plaît? Alors j'aime bien le poisson, c'est vrai. Alors je suis poisson un petit peu, bon enfin, c'est vrai que je m'habitue un petit peu, je me plie à ce qu'il y a à manger, quoi, effectivement, mais enfin, j'aime bien le poisson. Quel est le dernier ouvrage que vous avez lu qui est sur votre table de chevet aujourd'hui? Alors j'aime bien les biographies. D'accord. Donc je lis plutôt des biographies. Politiques ou pas politiques spécialement? Plutôt, ouais. Plutôt politiques? Biographies politiques. Dans les dernières biographies que j'ai, je ne sais plus en tête ce que j'ai lu, mais enfin je sais que j'ai lu plutôt des biographies. La télévision, vous la regardez? Pas spécialement. Le dimanche, c'est peut-être un moment plus calme où vous pouvez vous permettre de passer un petit peu de temps à regarder la télévision. Est-ce qu'il y a des programmes que vous aimez bien? Je sais que vous êtes amateur de sport, mais au-delà de ça, vous aimez bien les séries? Vous regardez les nouvelles séries, par exemple, ou pas du tout? J'aime bien regarder les films, bien sûr, puisqu'effectivement, j'aime bien regarder ces films-là, puis un petit peu... Plutôt action, plutôt comédie, c'est quoi qui vous plaît? Plutôt comédie, oui. Plutôt comédie? Pas trop. D'accord. Et puis les émissions à vocation politique, quoi, bien sûr. D'accord. Que je regarde systématiquement. Et puis un petit peu de tout. Un petit peu de tout? Vous n'avez pas de préférence particulière? Non. Un mot également sur vos lieux de vacances. On sait que vous êtes allé cet été en Corse, je crois? On était cet été en Corse avec toute la famille. Chaque année, on part donc 2 semaines. On a loué une villa à Porto Vecchio pour 2 semaines. Puis l'année d'avant, c'était sur la Côte d'Azur. D'accord. Et l'année d'avant aussi. Donc on part aussi en hiver au moment des fêtes de Noël. Vous allez où? En Corse aussi? Non, on va au ski. Quoi. Au ski? Oui. D'accord, très bien. Vous avez une station préférée? On a été à Chamonix 2 fois. D'accord. Et là, cette année, on doit aller au Club Med, je ne sais pas où exactement. Bon, par là. très bien. Profitez pendant les vacances, en famille aussi. Famille aussi, oui. Et c'est des moments de détente. Un mot également. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui vous met particulièrement en colère aujourd'hui? Alors, je ne suis pas spécifiquement coléreux. Mais c'est vrai qui vous agace, qui vous énerve? Par exemple, quand je lis dans la presse des choses qui sont fausses, ça m'énerve. Ça, c'est vrai que bon. Pas chez nous. Pas chez vous. Enfin, un peu le dimanche. De temps en temps. Et ça ne me plaît pas beaucoup. Alors je suis en colère. C'est un grand mot. Ça vous titille un peu. Et qu'est-ce qui vous émeut le plus? Les petits-enfants? Écoutez, c'est la solidarité aussi. Puisqu'effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas solidaires et qui souffrent beaucoup. Et ça m'émeut un peu. Je reconnais qu'effectivement, je suis malheureux quand je vois des gens malheureux. Et il y en a beaucoup. Des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois? À boucler les fins de mois. Il y a la queue, comme on peut le voir à Nîmes. Il y a la maladie, il y a bien sûr les gens qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Et tout ça, ça m'émeut un peu. Oui. C'est vrai. Vous avez évoqué dans des précédents rendez-vous sur Objectif Gare vos passions. Vous l'avez fait avec Corentin, notamment sur le sport. L'époque de Jean Bouin, le Nîmes Olympique, vous aimez le hand également. Le Tour de France, je crois aussi, qui est déjà venu plusieurs fois à Nîmes. Mais avec Coralie, vous aviez parlé de l'art africain. C'est quelque chose qui vous plaît aussi. La culture Alors, je africaine. suis collectionneur d'art africain, effectivement. J'ai acheté pas mal de masques, j'ai acheté pas mal de choses qui concernent l'art africain. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de choses chez moi et à mon bureau en mairie aussi, qui correspondent à l'art africain. Qu'est-ce que vous aimez dans cette culture africaine, dans cet art africain? C'est quoi qui vous plaît? Eh bien, écoutez, c'est la beauté du geste surtout, puisqu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des masques qui sont travaillés énormément. Donc il y a ça, et puis il y a le
J'aime beaucoup l'Afrique. C'est vrai que les Africains, le peuple africain est pour moi quelque chose d'important, puisqu'effectivement, c'est un peuple où l'on découvre des odeurs, où on découvre des images qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Et j'aime beaucoup ça. On va accueillir dans quelques instants Sacha Virga pour refermer cette émission. Sacha Virga, comme dans la semaine, c'est lui qui vient à la fin de l'émission. En attendant, je vous propose de découvrir les temps forts de la semaine prochaine avec notre nouvelle rubrique Déjà demain. Quelques semaines après son passage dans les arènes de Palavas, Soul King sera en concert vendredi soir prochain du côté de Paloma à Nîmes. Le rappeur préféré d'Abdel Samari a sorti en mai dernier son 3e album intitulé Sans Visa, où l'on peut retrouver Niska, Eus l'Enfoiré, Naps ou encore Kenji Girac. Elles sont 3 à concourir pour devenir capitale française de la culture en 2024. Bourg-en-Bresse, Montbéliard et Alès, la capitale des Cévennes, organise samedi prochain à 15h sur la place des Martyrs une flash mob pour défendre sa candidature. Une chorégraphie signée Lisa Ruscassier. Inauguration de la voie verte à Gagnières samedi prochain sur l'ancienne voie de chemin de fer. Elle va permettre de renouer des relations entre l'Ardèche et donc la région Rhône-Alpes. Les terrains autour de cette dernière devraient servir à l'installation d'artisans et de créateurs. Allez, on accueille Sacha Virga en plateau. Bonsoir Sacha. Bonsoir Monsieur Samari. Vous êtes comme Corani, on vous voit la semaine, on vous voit aussi le week-end. Oui, je me suis levé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ouais, j'ai bien Pas compris. l'habitude le dimanche. Eh oui, parce que d'habitude vous vous levez à quelle heure, vers 20h? Puisque là il est quand même 19h30 pratiquement. Hein. Oui, j'ai un peu le jet lag encore. Ça fait qu'une semaine. Oui. Alors Sacha, c'est vous qui clôturez l'émission de la semaine. Et puis on a décidé que le dimanche c'était également le cas. Et je crois que vous avez une surprise pour Monsieur le maire. Oui. Mais on vous laisse d'abord dire quelques mots, si vous le souhaitez, à Monsieur Fournier. Oui, c'était très intéressant. Alors Monsieur Fournier, je me suis renseigné auprès de l'université de Nîmes pour que vous preniez quelques cours d'anglais, parce qu'on vous a vu au discours à Fort Worth, donc avec la délégation. C'était un peu compliqué. Très compliqué. Mais vous savez, je pense que j'en ai besoin aussi, comme Monsieur Samari, effectivement, quand tu prononces en anglais, c'est pas évident. En fait, le cadeau, c'est Monsieur Caligaro qui l'a proposé. Regardez. Pour le RCN, petite facture, parce que je crois que Kaufmann a quelques difficultés dans son stade. Bon, Oui, d'accord. c'est histoire de C'est le cadeau empoisonné en fait, c'est ça? C'est quelques millions d'euros, ça va, ça peut rentrer dans les clous. Vous demanderez à Franck Proust de vous aider. Allez, on y va. Sacha. Non, plus sérieusement, Parce que, voilà. c'est un... Alors c'est pas Monsieur Caligaro, c'est le club du dimanche. Peut-être Effectivement. enlevez ça, Sacha. Enlevez Oui, le sachet. effectivement. Sacha, il fait toujours les choses à l'envers. Allez, Sacha. Tenez, Voilà. Ah, si vous voulez l'ouvrir, je l'ouvre. Hein. Sinon... merci. Oh là. On lui donnera Allez-y. un coup de main s'il y a besoin. Non, mais quand même, pour ouvrir un cadeau... C'est pas le prix, vous avez amené le prix quand même. Moi, j'ai rien enlevé. Alors, c'est en rapport avec l'une des passions qu'on a là, évoquées africain, il y a oui. quelques instants. Ah, c'est très beau. Voilà. C'est vraiment très sympa. Merci. C'est le Club du Dimanche qui vous offre effectivement ce livre. Si vous voulez bien, je vais le prendre pour le montrer à l'antenne. Mais promis, on vous le redonne dans quelques instants. On va le montrer. Donc voilà, c'est un livre de l'art africain pour vous, Monsieur le maire. Très beau. Voilà, pour vous remercier d'avoir été avec nous dans cette première émission. Vous remercier d'être le parrain du Club du Dimanche, puisque vous avez accepté le principe quand on s'est vu cet été. D'accord. Vous avez passé un bon moment avec nous? Très bon. Effectivement, il n'y a pas eu de piège, donc c'est pas mal. C'est pas nos habitudes. Non. Un peu quand même. Ah oui, un peu. Ah quand même, non. Dans l'émission, chaque fois que vous êtes venu, il n'y a pas eu de piège. Merci beaucoup en tout Correct, cas, oui. Monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Sacha de vous être transformé en Monsieur Cadeau en ce dimanche. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce Club du Dimanche. Merci à Romain Curat pour la co-conception du projet, pour la réalisation de cette émission. On va se donner rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle semaine avec un premier invité que Monsieur le maire connaît bien. C'est Franck Proust, le président de Nîmes Métropole, qui sera avec nous demain, lundi. Il répondra à toutes nos questions et puis il participera également au débat avec le Club des sociétaires. C'est l'heure de fermer le Club du Dimanche. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.